cette deuxième journée des thèses, donc on va avoir tout de suite 4 présentations techniques donc en plénière. Bonjour à tous, je m'appelle Saber Chelagma, donc je vais vous présenter aujourd'hui une partie de mes travaux de thèse. Donc ma thèse s'inscrit dans le projet Campinov TP en collaboration avec l'Institut Clément Ader et Airbus Group Innovation. Donc le contexte de l'étude. Donc actuellement, les matériaux composites possèdent des faibles niveaux de conductivité, notamment dû au caractère isolant de la matrice polymère. Et donc, pour assurer l'écoulement de charges électrostatiques, dues notamment à la foudre, à l'étincelage ou au frottement de l'air, un certain nombre de mesures peuvent être envisagées. Donc, la stratégie ici choisie par le projet Campinov TP et l'IRT, c'est l'intégration de particules conductrices dans une matrice polymère haute performance. Et donc, forcément, l'ajout de ces charges va forcément induire un impact sur un certain nombre de propriétés du composite. Une propriété qui va nous intéresser particulièrement, c'est la cristallisation, puisque les polymères thermoplastiques semi-cristallins peuvent cristalliser. Et donc cette cristallisation va notamment contrôler aussi un certain nombre de propriétés, et elle peut être contrôlée notamment via le cycle qu'on va appliquer lors de l'élaboration de ces matériaux. Et donc tout ceci se fait bien sûr avec le support de la modélisation. Donc le PEC, c'est un matériau qui n'a pas suscité un fort intérêt scientifique ces dernières années. Donc le matériau qu'on étudie possède un ratio entre isophthaloï et terephtaloï de 70-30. Il possède des températures de fusion légèrement plus basses que le PIC dont a parlé Lucie. Et il a aussi un comportement complètement différent en termes de cristallisation, si on le compare au PIC qui reste quand même la référence actuellement. Et vous pouvez voir qu'il y a une sensibilité beaucoup plus accrue en termes de vitesse de refroidissement par rapport au taux de cristallinité. Et forcément, une telle différence va engendrer un impact sur les propriétés mécaniques. Donc ici, j'ai listé un certain nombre de propriétés mécaniques qui peuvent être impactées par le taux de cristallinité. Mais le taux de cristallinité, ce n'est pas le seul paramètre qui va jouer. On a aussi la microstructure, c'est-à-dire la taille des entités cristallines qui va avoir un rôle. Donc vous pouvez voir sur ces deux clichés, on a généré différentes tailles de cristaux et un certain nombre d'auteurs ont pu prouver qu'en fonction de la taille des cristaux, on avait des comportements complètement différents. Donc typiquement, plus la taille des cristaux est petite, plus on a tendance à avoir un comportement ductile. Et plus la taille sera grande et plus on aura un comportement fragile. Donc voici le plan de ma présentation. Donc on va parler rapidement des mécanismes de cristallisation du PEC. Ensuite on verra quelle est l'influence d'ajout de fibres ou de charges sur la cinétique de cristallisation. Et ensuite on parlera un peu de stratégie de modélisation. Donc concernant les mécanismes de cristallisation, donc un petit rappel pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc la cristallisation a bien souvent lieu en 3 étapes. Donc premièrement, c'est la germination. En fait, c'est l'apparition de germes dans la matrice qui peut être induite par plusieurs paramètres, notamment la température. Ensuite, ces germes vont s'empiler jusqu'à former des lamelles cristallines qui vont tendance à croître pour former ce qu'on appelle des sphérolithes. Et donc ces 2 étapes correspondent à ce qu'on appelle la cristallisation primaire, qu'on retrouve dans quasiment tous les polymères semi-cristallins. Et pour la famille des PEAK, dont fait partie le PIC et le PEC, a souvent lieu ce qu'on appelle une cristallisation secondaire. Donc ici est schématisée une sphérolithe et vous pouvez voir qu'entre 2 lamelles à l'intérieur d'une sphérolithe, il y a une phase amorphe. Et donc la cristallisation secondaire correspond à la cristallisation de cette phase amorphe à l'intérieur même des sphérolithes. Donc la méthodologie, alors on a utilisé essentiellement de la calorimétrie différentielle à balayage pour caractériser la cinétique de cristallisation et aussi une platine chauffante qu'on monte sur un microscope optique et qui permet de suivre l'évolution de la cristallisation. Et donc cette étude, on l'a faite sur la matrice pure, la matrice chargée, la matrice renforcée de fibres et ensuite le composite final chargé. Donc ici, je vous ai mis une petite vidéo qu'on a extraite justement de la platine. Donc là, vous voyez le départ de germes. Donc là, c'est sur un palier isotherme. Et ensuite, on va appliquer un refroidissement. Et vous pouvez voir la croissance de ces sphérolithes. Et donc, ça nous permet d'avoir un certain nombre d'informations, notamment en termes de taux de germination, c'est-à-dire le nombre de germes qu'on a par surface, mais aussi sur la vitesse de croissance.
Et donc avec un peu de traitement d'image, on arrive à recueillir ainsi des informations importantes. Donc typiquement, ici, vous avez les résultats obtenus en DSC en termes de cinétique de cristallisation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est juste que sur ce graphe, le premier, c'est que plus la température du palier isotherme est haute, et plus on a tendance à cristalliser lentement, avec une faible sensibilité quand même. On a un écart de 3-4% en termes de taux de cristallinité, donc pas une sensibilité accrue à la température du palier isotherme. Lorsqu'on essaye de faire du traitement d'image pour caractériser le taux de germination, on peut avoir aussi une tendance, à savoir que plus la température est faible et plus le taux de germination va être élevé. On peut faire la même chose avec la vitesse de croissance des sphérolithes en la mesurant, et on a à peu près la même tendance. Donc on arrive à expliquer l'accélération de la cinétique qu'on observe en DSC par la participation à la fois du taux de germination et de la vitesse de croissance. Donc maintenant, quelle est l'influence de l'ajout de fibres et de charges sur la cristallisation? Donc on a isolé une fibre qu'on a regardée sous microscopie optique, et donc on a vu l'apparition, vous voyez autour des fibres, d'une phase transcristalline, schématisée ici, qui correspond en fait juste à une croissance perpendiculaire par rapport à la fibre des cristaux. Et un certain nombre d'auteurs aussi ont pu prouver que cette phase transcristalline pouvait avoir un impact sur un certain nombre de propriétés. Et ce qui caractérise cette phase transcristalline, c'est qu'elle a un taux de germination élevé au niveau de la surface des fibres. Et donc, quand on regarde ça par DSC, on note qu'il y a une accélération de la cinétique de cristallisation lorsque l'on rajoute des fibres. Et c'est notamment dû à un taux de germination un peu plus élevé au niveau de la surface des fibres. Et donc on a essayé de mesurer la vitesse de croissance de cette phase transcristalline, et on a constaté qu'elle était égale à celle des sphérolithes juste à côté. Et donc l'accélération qu'on observe au niveau de la DSC serait uniquement due à une augmentation du taux de germination. Lorsqu'on rajoute des charges, donc là on a utilisé essentiellement 3 types de charges. Alors des filtres submicroniques d'argent avec un facteur de forme aux alentours de 70, des flakes en argent et des particules céramiques. Et à chaque fois, on a vérifié le taux de charge en faisant des mesures thermogravimétriques. Donc le principe est simple, on chauffe le matériau et on regarde comment évolue la masse de notre échantillon. Et donc on dégrade complètement la matrice et il reste juste les charges. Donc voici les différents taux volumiques de fils submicroniques qu'on a réalisés. Donc à chaque fois pour essayer de voir quel est l'impact de l'ajout de ces fils sur la cristallisation. Donc ici vous avez une cristallisation en présence de nanophiles. Donc on voit que le départ de germes se fait très souvent soit au niveau des agglomérats, soit au niveau des nanophiles eux-mêmes. Et on a essayé de mesurer la vitesse de croissance de ces cristaux et de la comparer à celle qu'on aurait obtenue juste en présence de matrices pures. Et on a constaté que les nanophiles n'avaient pas tendance à ralentir cette cristallisation. Donc lorsqu'on regarde encore une fois la cinétique en DSC, donc même constat que pour les fibres de carbone, à savoir une accélération de la cinétique de cristallisation lorsqu'on augmente notre taux volumique de charge. Mais cette fois, on peut noter par contre qu'il y a un impact sur le taux de cristallinité. Donc plus on met de charge et plus on a tendance à diminuer ce taux de cristallinité. Donc c'est un avantage certes de cristalliser plus rapidement, mais il faut trouver un compromis entre cristallisation rapide et taux de cristallinité optimal. Donc ensuite, lorsqu'on fait des essais cette fois sur composite chargé, donc on a matrice, fibre plus charge, on constate donc toujours la même tendance, à savoir qu'on a l'effet combiné à la fois des fibres et des charges sur la cinétique de cristallisation, comme vous pouvez le voir en gris et en orange, mais avec quand même un effet de saturation. Donc ici, je présente quelques résultats avec les flakes aussi. Donc vous pouvez voir aussi qu'on a une formation d'une phase transcristalline, comme on l'a remarqué pour les fibres de carbone. Et lorsqu'on veut comparer la cinétique de la matrice en présence de différentes charges, donc sur le graphe, vous voyez en noir, donc c'est la cinétique de la matrice pure. En rouge, c'est une matrice chargée à 10% de charge céramique. Et en vert, c'est une matrice chargée à seulement 1% de charge. Et donc ici, on met en évidence en fait l'effet de surface spécifique, parce que les charges céramiques n'ont qu'un facteur de forme de 1. Et donc il y a un effet vraiment de la surface des charges qui va jouer sur cette accélération de la cristallisation.
Donc maintenant la stratégie de modélisation, comment essayer de résumer toute cette étude expérimentale dans un modèle. Donc la stratégie qu'on a décidé d'employer, c'est d'essayer de se baser sur toutes les données qu'on récupère via la microscopie pour générer un mécanisme 1. Donc c'est le mécanisme 1 de cristallisation que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on ne peut pas forcément le voir par microscopie, mais par contre en DSC, on a à la fois la participation du mécanisme 1 et du mécanisme 2 sur la cristallisation. Et donc en générant une cinétique, en la comparant aux données DSC, on arrive facilement à attribuer une cinétique pour le mécanisme 1 en vert sur la dernière courbe et une autre cinétique pour le mécanisme 2. Et donc ensuite, ce modèle de cinétique va s'inscrire dans un modèle un peu plus global. Donc le but recherché, c'est de générer une microstructure représentative de notre matériau à partir de données expérimentales, essentiellement de la microscopie et de la tomographie. Ensuite, intégrer ce modèle de cinétique dans cette géométrie et faire du couplage thermocinétique, donc via une subroutine Abaqus. Et donc pour ça, il faut essayer de générer des microstructures réelles de notre matériau. Donc la première approche qu'on a utilisée, c'est partir de micrographie, essayer d'identifier la position des fibres via des algorithmes de détection de cercles et générer une géométrie. Alors là, vous voyez qu'on se base quand même sur des données 3D et on fait qu'extruder les fibres. Or, dans la réalité, les fibres ne sont pas parfaitement droites. On a une certaine variabilité dans le sens transverse. Donc pour ça, il fallait forcément se baser sur des données 3D. Et donc, un des moyens de caractérisation qui permet de le faire, c'est de la tomographie à rayon X. Donc là, vous pouvez voir, on a caractérisé un composite UD par tomo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'exploiter ces données pour générer une géométrie. Donc ça se fait avec des algorithmes type template matching. Donc le concept est assez simple. On prend une petite image de notre fibre. Ensuite, on va calculer juste la différence en termes de valeur absolue de niveau de gris. Et on va balayer cette imagette le long de toute notre image. Et on peut détecter ainsi, donc vous pouvez voir sur la deuxième image, où quand on va détecter un template qui va ressembler à notre fibre, on va avoir une intensité un peu plus élevée. Et donc juste en binarisant, on va pouvoir récupérer la position de nos fibres. Et donc on peut faire ça avec plusieurs templates pour augmenter la robustesse de l'algorithme. Et ensuite combiner les différents signaux et identifier la position des centres. Et donc vous pouvez voir ici le résultat final. Donc l'objectif derrière, c'est d'essayer d'exporter cette géométrie dans un logiciel de calcul éléments finis. Donc les perspectives. Donc on peut étudier la pression, qui est quand même un paramètre important dans les procédés de fabrication des composites. On a déjà quelques tendances sur l'influence de la pression sur la cristallisation. Essayer d'intégrer l'influence des charges et des fibres dans le modèle de cinétique de cristallisation. Et ensuite, bien sûr, effectuer le couplage thermocinétique. Et une fois qu'on a un volume élémentaire représentatif réel, on peut imaginer aussi faire plein d'autres choses. Donc typiquement, essayer d'évaluer le niveau de conductivité électrique qu'on peut avoir juste en connaissant le réseau de nos fibres, ou essayer aussi de corréler les propriétés méca avec le taux de cristallinité. Et les retombées potentielles industrielles, donc déjà étudier des nouvelles solutions thermoplastiques, notamment le PIC, qui est un matériau qui n'est pas très utilisé actuellement. Améliorer aussi la compréhension des matériaux multifonctionnels et des composites 3 phases. Essayer aussi d'optimiser les cycles en température qu'on a dans l'industrie pour obtenir le taux de cristallinité et la microstructure optimale, pour obtenir les propriétés mécaniques optimales. On a aussi la démarche de matériaux numériques. On essaye de générer des matériaux représentatifs des procédés d'élaboration pour pouvoir faire un certain nombre de simulations. Et enfin, ce qu'on appelle Material by Design, c'est-à-dire pouvoir se baser sur la modélisation et sur les modèles qu'on a développés pour pouvoir mieux concevoir. Voilà, merci pour votre attention.